aura lieu le 28 mars à Saint-Nicolas-d'Aliermont. De Paris, vous prenez votre petite voiture, c'est vraiment pas très loin. Venez à l'expo à Saint-Nicolas-d'Aliermont, vernissage le 28 mars. Toc toc toc. Salut. Ça va? Ça va et vous? Bah ouais. Ah, super. On se rencontre dans le cadre de la sortie de votre exposition sur les 100 portraits que vous avez réalisés. Est-ce que, pour commencer, Thomas, tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je suis photographe. J'ai fait Penningen, donc c'est plutôt des études de direction artistique. Et pendant mes études, j'avais Françoise en prof de photo, qui a fait naître en moi une passion de la photographie. Et mon diplôme de fin d'études a été consacré justement à l'image photographique et à la vidéo. Et là, depuis quelques années, je fais de la photo d'auteur, c'est-à-dire que je fais des projets d'exposition, des projets de livres, avec des briefs que je me donne à moi-même sur des sujets qui m'intéressent. Je travaille surtout sur l'humain, quasiment exclusivement sur l'humain. Oui, quand tu parles de t'introduire chez les gens, c'est d'ailleurs tout le sujet de notre exposition dont on va parler après. Ouais. Mais avant ça, est-ce qu'on peut demander à Françoise de se présenter en quelques mots aussi? Bah absolument. Donc moi, je suis photographe. J'ai été d'abord très longtemps photographe en freelance sur différents sujets qui étaient à la fois beaucoup de travail de presse et beaucoup de travail et aussi de travail de portrait, qui est un sujet qui me plaît bien. Je suis tombée un peu dans la marmite de l'enseignement sans le vouloir. Voilà, on m'a amené un peu une espèce de... Ça a été une très belle opportunité que j'ai saisie au vol. Et donc, en effet, Thomas a été Un de tes premiers, non? un des premiers étudiants. Ouais. Voilà, donc c'est assez chouette, d'ailleurs, Ça c'est me- assez marrant. Ouais. On ne peut pas dire que ce soit une période excessivement extraordinaire avec l'arrivée du digital en photographie. Il faut dire qu'on a malgré tout continué tous les deux à faire de l'argentique. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a cet amour en commun de travailler en argentique, dans la démarche, je pense, qui peut être différente de travailler en digital. Est-ce que ce qui est différent, c'est qu'il y a une réflexion beaucoup plus grande, je trouve, quand on travaille en digital, lorsqu'on travaille en argentique que lorsqu'on travaille en digital. Parce qu'on ne voit pas son image tout de suite. Et que donc, on y réfléchit, on la pense beaucoup plus, on a plus de réflexion. Je pense que c'est un truc qui manque un peu maintenant. Et comment il est né ce projet alors? Comment vous avez trouvé l'idée? Raconte Alors, la je genèse pense, du voilà, projet. On va dire, voilà, moi je pense qu'on avait en fait très envie de faire un projet commun en photographie. On avait envie de faire un truc, on avait envie de soit faire un voyage, soit aller faire un truc, quelque chose ensemble, et quelque part le sujet n'était pas encore très précis. Puis tout d'un coup, je ne sais pas, il nous est venu une idée, moi aimant énormément faire des portraits, et Thomas aussi, et en fait je crois que c'est toi qui a amené l'idée, et si on partait faire des portraits des Français? Et on s'est regardé, je me suis dit, putain c'est ça, on va partir faire des photos des Français. Et pourquoi alors sur l'après-confinement? C'est même pas l'après-confinement, Non. c'est juste que pendant cette période-là, on s'est dit que, en tant que photographe, déjà, on avait quand même plus le droit de se déplacer que la plupart des gens. Nous, on n'a pas vécu de grandes crises, de guerres ou de choses comme ça. Et quand tu aimes la photo, la grande photo, le grand reportage, et quand tu es dedans, c'est pas forcément flagrant que ça marque une époque. Et le Covid, finalement, on s'est dit, mais ce truc-là, c'est pas anodin, c'est pas sûr qu'on en revive. C'est comme la guerre en Ukraine, tu te dis, il y a plein de photographes qui se sont rués en Ukraine parce que d'un coup, il y avait la guerre à la porte de l'Europe. Avec le recul, ce sera des images importantes. C'est la première fois, en tout cas pour moi, mais pour toi aussi, de marquer un moment qui s'inscrit dans une histoire avec un grand H. Comment vous en êtes venus à travailler sur ce projet ensemble en fait? C'est parce que tous les deux, on sait très bien que quand tu pars en vacances en couple ou en famille ou quoi, tu peux pas t'arrêter une heure à un coin de rue parce que la lumière est belle et que tu attends le bon sujet. C'est clair. Voilà, vous aviez la même vision sur les choses? En fait, ce qu'on a fait... Je pense qu'on a vachement découvert de trucs. Je pense qu'on est parti pour ce truc en ayant envie de le faire l'un et l'autre. On avait cette envie commune. Après, ce qu'on allait découvrir, on l'a découvert en le vivant et on pouvait pas savoir avant comment ça allait se passer. Et ça s'est quand même furieusement bien passé. Il faut dire qu'on a les mêmes rêves, on aime les mêmes photographes, quoi. On est très souvent d'accord. On est assez raccord sur les références. Et c'est vrai que c'est... Mais ce que j'allais dire, c'est que on s'est très vite mis d'accord parce qu'un projet à deux, ce qui est compliqué, c'est qui appuie sur le bouton, qui est le parent de la photo. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que on va faire le cadre ensemble et c'est les gens qui vont déclencher le boîtier avec un déclencheur filaire souple à distance.
Et donc finalement, le photographe, c'est le sujet. Et ça nous a évité d'avoir ce débat de attends, c'est moi qui fais celle-ci, toi tu feras celle d'après, machin. En plus, ça fait carrément sens parce qu'en fait, les gens se représentent eux-mêmes. Le fil dans le projet, il représente la distance entre le photographe et le sujet en période de Covid. C'était vachement, c'était plein de sens en fait. Ouais. Cette fameuse distance de sécurité dont on nous parlait. Soit visible. Ouais. Ouais. Cette distance dont on nous rabâchait tout le temps, on avait des marques au sol, à la poste, au Franprix, partout. Sur le fil, en fait, c'était une inspiration d'une photographe américaine qui s'appelle Elsa Dorfman, dont j'avais vu le documentaire qui était sorti sur Netflix, alors que vraiment je ne la connaissais pas du tout, et ça s'appelait The B-Side, je ne sais plus le nom, mais c'est Elsa Dorfman. Et il y a un autoportrait d'elle génial, elle travaille à la chambre, Polaroid, sur son canapé, avec le fil, et le fil fait partie intégrante du graphisme de l'image, et sans le fil, l'image ne marche pas en fait. J'étais juste en train d'écouter. Et vous avez choisi, vous avez pris le parti pris de faire toutes vos photos à l'argentique, mais aussi de les faire en noir et blanc. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de prendre des décisions aussi marquées graphiquement et en quoi est-ce que ça soutient votre projet? Je dirais d'abord en premier parce que le noir et blanc c'est très beau et le portrait en noir et blanc c'est super beau. Quand une image en noir et blanc elle tient le coup, elle est 10 fois plus pour moi forte et intéressante. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses toi? Ouais, et puis il y avait aussi, comme c'est du reportage, on n'est pas maître, alors on est maître du cadre, mais dans la limite de ce que les gens ont chez eux ou de leur environnement. Donc s'il y a des couleurs vraiment très criardes ou qui détonnent complètement de tout ce qu'on a fait avant, le noir et blanc permet quand même une certaine uniformité du visuel. Le noir et blanc, c'est intemporel et ça vieillit pas mal, quoi. Donc finalement, même si c'est très marqué d'une époque un peu révolue, mais ça c'est propre à l'argentique, au moins ça vieillit pas mal. Là, au mur, Françoise, tu as plein de noir et blanc et c'est magnifique. On a shooté à la Hasselblad. Donc la Hasselblad, c'est un appareil suédois. Je crois que le modèle qu'on a, c'est un 501C qui date des années 75-80. Et la couleur, c'est du 135, donc c'est un format plus traditionnel. C'est de la couleur et on a consacré la couleur au off, c'est-à-dire aux coulisses du projet. Donc on avait tous les deux nos boîtiers couleurs. On shootait la vie autour du projet, les coulisses, des prises de vue. L'image couleur ne va pas forcément marcher en noir et blanc. Donc l'environnement, il est en couleur. Donc il faut pouvoir se projeter en se disant cette scène-là, elle va fonctionner en noir et blanc. Et ce n'est pas les mêmes choses qui marchent. En noir et blanc, la composition, le cadrage est beaucoup plus important. En couleur, on peut venir composer la couleur. Enfin, la couleur peut devenir un sujet. En noir et blanc, on n'a plus cet atout-là. Je pense que c'est ça aussi que tu disais. Et donc toutes ces personnes que vous avez photographiées pendant votre voyage, votre périple. Comment est-ce que vous les avez rencontrées, ces personnes-là? Alors déjà, on a cartographié le pays en se disant qu'il y a des villes qui représentent des choses dont les sociologies sont différentes. Après, évidemment, typiquement, on a commencé par la Bretagne, un petit village en Bretagne, parce que ton frère avait une maison là-bas, et que ça nous faisait un point d'appui, une petite mairie, une petite municipalité. Et on est beaucoup passé par les mairies pour nous aider à trouver justement des contacts locaux, puisque les mairies connaissaient les commerçants qui avaient soit fait faillite, ou les familles qui venaient d'emménager parce qu'elles ont quitté Paris, par exemple, parce qu'elles voulaient un retour à la nature. Ouais. Et on a été par exemple à Strasbourg, parce que Strasbourg c'est là qu'est né le Covid en France, enfin, c'est là en tout cas qu'il y a eu le premier cluster, il y a eu cet hôpital d'urgence qui avait été constitué à Strasbourg. Dieppe, c'était plus une ville ouvrière historiquement, donc une sociologie différente. On a été à Aix, parce que moi je viens d'Aix, et que du coup, oui, on connaissait des gens. Pareil, c'est une sociologie différente, c'est plus bourgeois, donc ça nous permet aussi de toucher des gens qu'on n'avait pas touchés dans d'autres régions. L'idée, c'était quand même d'avoir un panel représentatif de ce qu'est la France, ce qu'était la France en 2021-2022. Donc, on a quand même veillé à avoir des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous voulez nous partager? Il y en a plein, hein, vas-y. Il y a des trucs plus ou moins fun, on va dire. Oui, alors pour moi, et je sais que pour toi c'est pareil parce qu'on en a déjà parlé, quand on a été photographier Catherine, qui est une femme qui avait la maladie de Charcot, ou une maladie dégénérative similaire,
en Seine-Maritime. Ça, c'était vraiment très fort. L'émotion, l'impact émotionnel, il était assez lourd parce que souvent, les gens nous racontaient des choses assez belles, assez positives. Et là, c'était hyper dur. Parce que Catherine, parce que Catherine était en fauteuil roulant, évidemment. Elle n'était pas du tout autonome. Ses seuls moments de sortie, c'était le mercredi, où elle allait à la ville, comme elle disait, pour pouvoir faire ses courses. Sa famille venait la voir une fois par semaine habituellement. Et là, avec le Covid, tout ça, ça s'est arrêté. Et donc là, c'était vraiment triste parce qu'en fait, cette femme-là qui était déjà emprisonnée dans son corps quasiment, elle était emprisonnée en plus dans ce lieu-là, elle pouvait plus en sortir. Et donc ça, c'est vrai que c'était dur parce que moi, je n'avais jamais rencontré de gens comme ça. Il se trouve qu'on a rencontré une deuxième femme qui avait la maladie de Charcot-Aix. Et donc, bon, bah voilà. Et dans ces cas-là, l'appareil aide à créer quand même une espèce de bouclier. Bon, et là, en France, c'est la première fois que je me confrontais aussi à ça. Donc ça, c'était vraiment très fort. Bon, ça y est, moi, Annette Talmont. Ah oui, Annette Talmont, c'est quand même... Bon, Annette Talmont, la doyenne de Saint-Nicolas-d'Alermont, 92 ans au compteur, en 14, je crois. Personnage, mais fantasque, extraordinaire, drôle, rigolant, déconnant, ne voulant pas nous dire son âge. Et donc, malgré tout, elle a fini par l'écrire. Donc, d'abord, c'était très drôle parce qu'elle ne voulait pas répondre à son âge. Elle disait qu'elle ne voulait pas nous dire son âge. On s'en foutait un peu. Il voyait qu'elle marque son âge. Ah, ça a été la caverne d'Ali Baba. Elle a commencé à nous sortir les albums photos. Et à un moment, on regarde et il y a toi qui me dit, ah ben là, c'était mon mari. Ça. Et je lui dis, c'est qui celle-là? Et en fait, c'est Annette, tu dis, mais ben, c'était moi. Donc, c'était la mariée en plus, donc on est resté quasiment 3 heures chez elle. Ah ouais, elle voulait absolument que je boive de l'alcool. Elle nous a servi l'apéro quand même, à 11h30, 92 ans ou 93. Elle dit, bon, on va boire un coup maintenant. Je dis, ouais, on va boire un coup. Elle nous a sorti le martini et tout. Et Thomas, non, moi, sans alcool. T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Elle a sorti un sorti sans alcool, elle nous a sorti les tucs et on a pris l'apéro. Ouais, c'était bien ça. Et voilà, c'était top. C'était un beau moment. Mais en fait, les gens nous font confiance, là, en y repensant, t'imagines qu'elle nous a laissé rentrer chez elle. La pauvre, là, oui. Mais c'est surtout, vous avez vécu des moments hyper contrastés. Mais ouais. Et il y a eu des moments, tu vois, hyper forts, hyper longs, tu vois, où on est vraiment resté chez les gens et où il y a eu un échange. Et tu rentres, tu es une personne et quand tu en sors, tu en es une autre quelque part. Alors, il y a eu des rencontres et il y a eu des belles rencontres. Les gens qui nous accueillent, ils ont peut-être aussi déjà une ouverture d'esprit. Je me dis, il y a une espèce de filtre naturel qui fait que si les gens déjà acceptent d'être dans le projet, c'est peut-être des gens aussi qui ont en commun cette ouverture-là. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de belles rencontres. Tu vois, je me dis. Voilà. Voilà. Et puis ce qui était drôle aussi, c'est que les gens me disaient, mais pourquoi vous êtes venus nous voir jusque-là, quoi. C'est-à-dire, en Bretagne, je sais que, mais pourquoi ils étaient étonnés que des gens viennent les voir et, tu vois, les interpeller, leur demander... Ce qui est rigolo, c'est que c'est une démarche d'aller voir des gens qui déjà ne sont pas forcément tournés autour de l'art ou de la photo. Et à des endroits où il n'y a pas forcément un musée de la photo, un machin. Dans la construction du projet, il y avait l'idée de faire des expositions dans les lieux qu'on avait visités. Et donc de se dire, les gens qui nous ont ouvert leurs portes de chez eux, on ramène aussi ce qu'on a produit avec eux. Et donc c'est l'idée de l'exposition à Saint-Nicolas-d'Alermont notamment. On espère qu'il y aura des gens qu'on a photographiés qui vont venir nous voir. Comme c'est un projet qui s'est construit sur le temps et qui vous a pris beaucoup de votre temps personnel et de votre énergie, comment est-ce que vous l'avez financé et porté jusqu'au bout? Alors, déjà, on n'a pu que partir pendant nos vacances de prof, quoi. C'est la période des vacances scolaires. Donc déjà ça a limité quand même les temps de disponibilité. Et on a financé tout seul. On a tout financé tout seul. Ça n'a jamais été un projet pour faire de l'argent. De toute manière, quand on était photographe-auteur en France en 2025, tu ne fais pas ça pour l'argent. Alors, tant mieux si tu peux en gagner un peu de temps en temps, mais tu ne fais pas ça pour ça. Là, le bouquin, on fait une cagnotte sur Ulule pour que les gens puissent précommander les livres. Et donc, ça permet de financer les impressions, par exemple. Parce que l'argentique, oui, somme toute, c'est plus coûteux que le digital. Est-ce qu'il y a des essais ratés qui ressortent de vous? On a fait 2 portraits par sujet, au cas où que quelqu'un ferme un œil, soit trop crispé. Parce que, alors, ce qui était marrant, c'est que cette poire-là photographique qui permet de déclencher à distance,
c'est physique, c'est-à-dire en fait tu compresses l'air passe dans un tube, appuie sur un petit pélicot qui déclenche. Donc il faut physiquement appuyer et l'appareil ayant Voilà, et 50 ans, voilà. il faut appuyer un peu fort, quoi. Et donc les gens parfois appuyaient puis avaient un peu une tête. Donc on en faisait 2. On regardait bien, on captait, on Ouais. était tous les deux en train de regarder au moment où il se passait, tu vois, on les laissait appuyer. Et on va la refaire parce que vous avez fermé les yeux. Ah bon? Oui, oui, vous avez De fermé toute les manière, yeux. on a tout doublé en noir et blanc, on a triplé avec une couleur. Donc Voilà. là déjà, tu as déjà plus de 300 photos. Et aujourd'hui, on en est où de l'expo? Nous avons une très belle opportunité du musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas-de-Liermont. Parce que nous avons photographié donc le directeur ainsi que L'équipe. que l'équipe qui travaille avec lui. Et voilà, et en fait, Kevin était assez intéressé par le projet, on en avait discuté, pour nous proposer d'exposer au musée, puisqu'il y avait un espace de disponible en exposition temporaire. C'est un bel Et espace, donc, ouais, il y a 52 non, l'espace est mètres linéaires, intéressant. ouais. Et Ça fait dans... 5 ans que vous êtes sur ce projet en fait. Ouais. Bah, en fait, le projet, il a duré Ouais. à peu près 1 an et demi en prod pur. Et les gens ne voulaient pas entendre parler du Covid après le Covid. Donc nous, juste après, de toute manière, on savait très bien qu'on n'allait pas le vendre. Vous êtes tué. Et depuis le début, on le conçoit comme une espèce de capsule temporelle qui est une espèce de boîte qui contiendrait une image de ce qu'est la France en 2021 pendant le Donc vous confinement. l'avez enterré et là c'est Et bon, ouais, vous on le déterrez. déterre. Et on se dit que 5 ans après, c'est le moment de déterrer. Et puis, moi, ce que je trouve assez excitant, c'est que dans 10 ans, dans 5 ans, le projet aura encore plus, a priori, de valeur, puisque on aura encore plus de recul et que les gens C'est des auront... images d'archives en fait. Ben oui, ça devient une part de notre histoire commune, c'est ça qui est beau. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a conçu et je suis très content qu'on Oui, l'ait et fait. puis voilà, ça se veut pas un peu. Je trouve qu'on est même au niveau des images. Je veux dire, c'est pas anxiogène avec des gens masqués. Enfin, je veux dire, parce qu'on savait très bien que quand on a commencé à parler aux gens, on a fait un sujet sur le Covid. Bon, les gens se sont dit, oh là là, encore, ils vont me parler de ça. Et en fait, c'est plus un truc sociologique parce qu'à la fois, il y a quand même le fait qu'on a demandé aux gens de répondre à un questionnaire. Tous les gens avaient le même questionnaire, les mêmes questions, 6 questions. Que vous avez écrit vous. On a préparé les feuilles et ça a été tapé à la machine. Et les gens, on leur a laissé le questionnaire, ils ont rempli, ils ont manuscrit, ils ont répondu à la main. Et on a récupéré leur questionnaire. Et ce qui est ressorti le plus Les chez gens- les gens, dans les témoignages, c'est un retour à la nature. C'est pour ça que le projet d'ailleurs s'appelle On a entendu chanter les oiseaux, c'est parce que finalement les gens se sont retrouvés dans une France sans voiture, avec des usines à l'arrêt, et où très vite la nature a repris quelques droits. Et pour la référence photo, l'inspi des questionnaires en regard des images, c'est Suzanne Messelas. Ça a été l'inspi principal, qui a photographié des gens de son immeuble dans les années, probablement 80, de sa rue à New York, et qui racontait leurs expériences de vivre dans cet immeuble, qu'est-ce que c'était pour eux de vivre dans l'immeuble. Et donc c'est l'inspiration principale de la forme qu'a pris finalement le projet. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ressentir à vos visiteurs? Qu'on a fait un joli travail de mémoire, je trouve, sur des gens à un moment où on est allé vraiment les voir pour leur demander voilà, comment ils avaient ressenti cette crise. Un peu une fierté qu'on a, enfin, en tout cas que j'ai, je pense qu'on la partage. Ce livre dont vous parliez tout à l'heure, sur lequel vous avez travaillé en écho avec votre projet et tous les portraits que vous avez réalisés, comment est-ce qu'on peut l'acheter? Tu suis Françoise d'Aurélie et Thomas Simon sur Instagram et tu auras toutes les informations. Vous pouvez précommander votre édition, ce qui nous permet, nous, de financer l'impression et la production du livre et de savoir exactement combien de tirages on doit faire. Si vous allez sur Ulule, vous tapez Portrait de Français, vous allez tomber sur le projet. Vous pouvez aller aussi sur nos Instagram ulule.com. et vous trouverez notre projet. Il y a différentes offres. Vous pouvez précommander juste le livre, vous pouvez commander le livre plus l'affiche. Vous pouvez aller aussi sur nos Insta chacun, Françoise d'Aurélie et Thomas Simons, et il y a toutes les infos en story, etc. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et pour finir, je voulais vous demander si ce projet devait donner lieu à une suite, à quoi ressemblerait-elle? J'avoue que j'aimerais bien continuer en allant dans d'autres départements outre-mer en France pour aller voir comment ça s'est passé à La Réunion, ça s'est passé à Mayotte, ça s'est passé en Guyane, à la Martinique.
Mais le problème majeur qui va s'imposer, ce sera peut-être un problème financier d'aller là-bas. Donc à moins qu'on trouve un mécène qui nous aide à... Oui, si l'Office du tourisme nous écoute. Voilà. Fils de tourisme de Tahiti, de Papette. Moi, ce qui m'a en tout cas, ce que je vais porter dans le futur de ce projet, c'est le lien texte-image que maintenant je trouve indispensable dans la photo. Et je trouve que les images seules ne se suffisent plus, surtout aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose que je vais continuer. Et, Ce qui m'a amené, moi, plus à voir l'idée du texte en effet qui accompagne l'image. Qui plus est, quand il est manuscrit, c'est encore plus intéressant. Ça amène plus de sens à l'image. plus l'art contemporain progresse et où finalement la justification devient un tout, et je trouve que là, de contextualiser de la photo plus traditionnelle, c'est un mélange hybride qui est intéressant. Et entre l'intelligence artificielle qui génère des images trop facilement, je trouve que voilà, cet apport de texte il est vraiment il est pertinent en 2025-26. Merci Victoire pour tes questions. Merci Victoire, c'était Trop sympa. très bien. Merci. On se retrouve au vernissage à Saint-Nicolas-d'Aliernon. Vous aurez toutes les infos affichées ici Le entre 28 nous mars, notez bien sur vos agendas, le 28 mars 2026, deux. Voilà. aux alentours de 18h, Saint-Nicolas-d'Aliernon, au musée. On fera votre portrait. On sera là, ne vous inquiétez pas, on vous attend de pied ferme.